Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Paul Dutronc-Postel, je coordonne les études environnementales à l'Institut des politiques publiques. Et effectivement, je vais vous livrer les résultats d'une analyse qu'on a menée avec Madalena, Clément, Théo et Maxime, et qui porte sur le bonus-malus écologique, et notamment deux aspects de l'analyse, à savoir l'efficacité du dispositif et ses effets redistributifs. Alors pourquoi on s'est intéressé au bonus-malus ? La première raison, c'est que le secteur des transports est aujourd'hui la principale source d'émissions nationales de gaz à effet de serre en France, avec 34%, et parmi ces 34%, les voitures particulières, donc le transport de véhicules particuliers, représentent plus de la moitié du secteur. C'est aussi le secteur qui a connu les réductions les plus modestes depuis le début des années 90, enfin, par rapport au niveau du début des années 90, et aussi par rapport aux objectifs qui ont été fixés nationalement et internationalement pour les émissions de gaz à effet de serre. Alors, parmi tous les outils que mobilise la puissance publique pour essayer de justement faire réduire ces émissions de gaz à effet de serre, il y en a un auquel on s'intéresse, qui est le bonus-malus, et dont l'objectif est de verdir le parc. C'est-à-dire que ça va être un dispositif qui se compose de deux branches. Le bonus, qui est une subvention à l'achat de véhicules électriques, de l'ordre de 6 000 € en 2022, qui va être l'année qui nous intéresse le plus aujourd'hui, et une branche taxe à l'achat de véhicules thermiques, où là, la médiane de la taxe payée par les véhicules qui en payaient une en 2022 se situe à 240 €. Alors, c'est un dispositif qui a connu de nombreuses évolutions. Il a disparu, entre guillemets, pour sa composante bonus en juillet 2025, c'est-à-dire qu'il a disparu de la dépense publique, il a été transféré sous forme de programme de certificat d'économie d'énergie. Et le malus, quant à lui, subsiste et s'élargit d'année en année avec un seuil d'entrée dans le malus qui diminue et un plafond qui augmente régulièrement. On va livrer une évaluation du dispositif pour les années 2022-2023, principalement par disponibilité, sous contrainte de disponibilité des données, mais aussi on va essayer d'insister dans cette présentation sur les enseignements qui nous paraissent porter de façon un peu plus générale sur comment on évalue ce type de dispositif. Et les deux questions auxquelles on va essayer de répondre, c'est donc qui paye le bonus, qui paye le malus, pardon, lapsus, et qui reçoit du bonus, mais aussi de façon plus globale peut-être, l'efficacité environnementale du dispositif. Et pour faire ça, donc pour penser l'efficacité de cette politique publique, on va se donner le cadre d'évaluation suivant. Donc, on va penser que la politique environnementale, son objectif principal, c'est de modifier les comportements. Donc, modifier les comportements d'achat. Et le critère d'efficacité eu égard à cet objectif, ça va être d'essayer de se donner une mesure du coût global qui est encouru par la société pour atteindre cet objectif et l'effet qui est visé par cette politique publique. Et pour se donner cette mesure de coût global encouru par la société, on va s'intéresser à trois effets de la politique publique en question sur le bien-être social. Et on va essayer de quantifier ces trois effets. Donc le premier effet, il ne va pas trop vous surprendre, ça va être un effet sur les émissions de CO2 évitées par le dispositif, c'est-à-dire quantifier à quel point la mise en place du bonus-malus, ça aide effectivement à diminuer les émissions de CO2 qui sont dues au parc de véhicules routiers particuliers. Le deuxième effet, ça va être un effet sur les finances publiques qui est peut-être là aussi pas très surprenant. Le dispositif en 2022 n'était pas à l'équilibre, donc il coûte de l'argent. Le dispositif lui-même a un coût budgétaire et on va revenir là-dessus. Il a aussi des effets de bord sur le reste de la fiscalité. Quand on fait reporter un achat d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, on a aussi un effet sur les finances publiques à travers l'effet sur le flux de recettes fiscales qui sont associés à la consommation de carburant et donc notamment à la consommation de gasoil ou d'essence qu'on met dans son réservoir. Le troisième effet, et c'est peut-être le plus délicat à expliquer, c'est un effet sur ce qu'on va appeler le surplus économique des consommateurs. Et c'est un effet qui est lié au fait que les agents économiques associent une valeur économique au fait de faire leur choix. Et quand on va altérer la possibilité pour ces agents de faire le choix qu'ils auraient fait en l'absence de cette politique publique, en mettant en place une politique publique, et ben on va devoir se donner une mesure de l'effet de bien-être que ça représente que de contraindre ou au contraire d'élargir l'ensemble de choix des agents. Alors en creux de ça, on peut penser la valeur économique que représente le bonus pour un ménage. Et donc là, je vais vous donner deux exemples un peu polaires pour illustrer le propos. Donc le premier cas, je vous demande d'imaginer un consommateur, vous lui donnez le bonus, vous lui donnez pas le bonus, ça change absolument rien. Il achète un véhicule électrique. Donc là, ça veut dire que pour lui,
la valeur économique du bonus, en 2022, par exemple, c'est 6 000 euros. Le deuxième cas polaire, c'est un individu qui est tout juste marginal. C'est-à-dire, vous lui donnez 5 999 euros de bonus, il achète un véhicule thermique. Vous lui donnez 1 euro de plus, il achète un véhicule électrique. Pour un individu comme ça, pour un acheteur comme ça, la valeur du bonus qu'il reçoit, la valeur économique du bonus, on va considérer qu'elle est infinitésimale, elle est pratiquement nulle. Il donnerait 1 euro pour conserver le bénéfice du bonus. Alors évidemment, c'est deux cas polaires, et dans la réalité, on est toujours un petit peu entre ces deux cas. Et pour pouvoir quantifier où on se trouve et qui se trouve dans quel cas, il va falloir se donner un modèle un petit peu subtil et raffiné de demande de véhicules. Tout ça pour vous dire que la variation de bien-être, qui est un peu notre critère d'efficacité de la politique publique de façon globale, ça va être la somme de ces trois effets. Les émissions de CO2 évitées, l'effet sur les finances publiques et cet effet sur le surplus économique. Et ce qui va être déterminant dans la détermination de cette somme, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être positive, négative, plus ou moins grande, ça va être la magnitude des effets comportementaux. Ça va être à quel point la demande de véhicules réagit à l'introduction du bonus ou à l'introduction du malus. Cette magnitude des effets comportementaux, elle va être intéressante quand on va s'intéresser à la deuxième partie, c'est-à-dire qui paie et qui bénéficie de la politique. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, grâce à notre modèle, que les réactions comportementales sont elles-mêmes hétérogènes. C'est-à-dire que les ménages ne vont pas réagir exactement de la même manière selon leurs caractéristiques à l'introduction du bonus ou du malus. Et c'est pour ça que rendre compte de ces différences entre les catégories de ménages, c'est capital, c'est crucial pour comprendre à la fois les effets d'efficacité et les effets de redistribution. Avant de laisser la parole à Maxime, je vais vous laisser avec 3 faits stylisés sur la demande de véhicules qui vont être très importants à bien garder en tête pour comprendre les enjeux derrière les réactions comportementales des agents. Premier fait stylisé, c'est celui-là. Là, je fais un petit peu comme Lola et Sylvain tout à l'heure. Je range les ménages français des plus modestes à gauche aux plus aisés à droite. Je ne me suis pas trompé. Je vous montre 100 catégories de niveau de vie de taille égale, donc 1% de la population dans chaque catégorie, et les immatriculations neuves pour 1000 ménages. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une courbe très croissante. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que l'essentiel des véhicules neufs achetés, donc ceux qui sont soumis au bonus-malus principalement, c'est des véhicules qui sont achetés par des ménages riches. Le deuxième fait stylisé, là encore, les ménages les plus modestes à droite et les plus aisés... les plus modestes à gauche et les plus aisés à droite. Mais cette fois-ci, je restreins aux ménages acheteurs. Et qu'est-ce qu'on montre ? On montre la distribution des types de véhicules achetés en fonction de s'ils sont soumis au bonus, au malus ou à rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une polarisation des achats à mesure que la distribution à mesure que les niveaux de vie augmentent. Autrement dit, plus on est riche, plus on achète de véhicules électriques qui sont bénéficiaires du bonus, mais plus on achète également de véhicules thermiques très émetteurs qui sont soumis au malus et même au niveau les plus élevés du malus. D'accord ? Si on combine ces deux graphiques, ça donne le dernier, ça donne celui-ci qui est l'effet redistributif moyen, toujours les ménages les plus modestes à gauche et les plus aisés à droite, cette fois-ci acheteurs et non-acheteurs confondus, avec la valeur moyenne de bonus ou de malus reçus par les ménages de chaque catégorie. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un effet globalement croissant du bonus-malus moyen, c'est-à-dire, c'est la courbe bleu foncé sur le graphique, qui est l'effet de quoi ? Qui est l'effet de plus le niveau de vie augmente, plus les immatriculations augmentent. Le bonus reçu, lui, il est à peu près stable, et le malus payé, lui, il augmente un petit peu avec le niveau de vie. Et le niveau de vie, lui, augmente au fur et à mesure de la distribution des niveaux de vie, mais moins vite que le bonus-malus reçu, en valeur absolue. Jusqu'à tout en haut dans la distribution des niveaux de vie, où là, on a le top 1% de la distribution des niveaux de vie qui, lui, est contributeur net. Il reçoit en valeur absolue les plus grosses valeurs de bonus. C'est lui qui reçoit le plus souvent de bonus, qui achète le plus de véhicules électriques. C'est aussi celui qui paye les malus les plus élevés. Donc, au final, il va être contributeur net. Alors, j'insiste une dernière fois sur le fait que ça, ce sont les valeurs monétaires du bonus et du malus reçus par les ménages français. Pour bien comprendre les effets redistributifs, il faut en plus de ça bien comprendre les réactions comportementales des agents qui sont les conséquences de l'introduction de ce bonus-malus. Et pour bien les comprendre, je laisse la parole à Maxime. Merci. Donc je vais poursuivre en vous présentant justement le modèle qu'on a développé
pour modéliser les réactions comportementales des agents. Alors, c'est un modèle qu'on a développé à partir de données très riches, qui combinent à la fois le répertoire des immatriculations françaises et les données démographiques et fiscales des ménages, donc l'appariement entre les données RS-Véro et Fideli, et qu'on a combiné avec une enquête qu'on a menée à l'IPP, une enquête qui permet de comprendre comment est-ce que les ménages se seraient reportés, vers quel véhicule se seraient reportés les ménages en l'absence de bonus-malus. D'accord ? Donc, on a interrogé les gens sur leur second choix, ce qui permet de comprendre conditionnellement au premier choix des ménages, quel aurait été le second choix des ménages et de mieux justement prédire les substitutions qui arriveraient en l'absence de bonus-malus. Donc le choix modélisé ici, c'est un choix de véhicules. Donc on a plus de 700 véhicules qui figurent dans les véhicules immatriculés en France, donc en 2022-2023. Et on a aussi cette option pour les ménages de ne pas acheter de véhicules neufs. Donc ne pas acheter de véhicules neufs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire potentiellement acheter un véhicule d'occasion ou rester en dehors du marché du neuf, garder son véhicule actuel ou ne pas acheter de véhicule tout simplement. Donc, dans les déterminants du choix qu'on a modélisé, il y a toutes les caractéristiques des véhicules qu'on peut observer, donc la motorisation, le segment, si c'est un SUV, une voiture familiale, le coût d'usage au kilomètre ou le prix effectif du véhicule dans lequel on tient compte du bonus-malus. Et ces déterminants, ils sont interagis avec les caractéristiques du ménage qui sont eux-mêmes hétérogènes. Donc, un ménage de famille nombreuse va avoir potentiellement une préférence plus importante pour un grand véhicule, par exemple, ou un ménage qui vit en milieu rural peut avoir une préférence plus importante pour une motorisation diesel, par exemple. Donc, évidemment, ce modèle, c'est une simplification de la réalité, mais bon, c'est un modèle qui est quand même très riche et qui permet de rendre compte de comportements très fins et qui permet de hiérarchiser quand même les arbitrages et les effets qu'on observe de par le bonus-malus. Donc à partir de ce modèle, on va faire des simulations. On va faire 3 types de simulations. Donc la première, c'est le scénario de référence. Donc dans le scénario de référence, on utilise la législation, le barème actuel du bonus-malus, et on simule quels sont les choix des ménages. Et on a 2 scénarios alternatifs qui sont le scénario sans bonus, dans lequel on conserve le malus et donc, en différence avec le scénario de référence, on arrive à voir l'effet propre du bonus. Et de manière symétrique, on simule un scénario sans malus qui nous permet de comprendre quel est l'effet du malus. Et donc, à partir de ces 3 simulations, on va avoir 3 questions. La première, c'est quels sont les reports ? En l'absence du bonus ou en l'absence du malus, quels sont les modèles achetés par les ménages français et comment est-ce qu'il y a donc des reports induits par le bonus et le malus ? Et à partir de ces reports, on va pouvoir calculer quels sont les effets environnementaux des politiques. Donc, dans quelle mesure le bonus et le malus permettent de réduire les émissions de CO2 des ménages en termes de transport. Et enfin, on va pouvoir répondre à la question initialement posée par Paul, c'est-à-dire quel est le bilan en termes de bien-être, puisque le modèle, en plus de nous donner ces effets de report, nous permet aussi de calculer le surplus économique des consommateurs. Donc, je vais commencer par les effets de report liés à la politique. Donc, on part d'un scénario de référence où on a, nous, ici, 490 000 immatriculations en 2022. Et donc, principalement des immatriculations de véhicules à essence, donc 217 000, mais aussi des hybrides, de 145 000, des électriques pour 93 000 et des diesels pour 34 000. Donc maintenant, si je retire le bonus, qu'est-ce qui se passe ? Donc si je retire le bonus, j'ai une baisse des immatriculations des véhicules électriques de 17 700, donc près de 18 000 véhicules électriques en moins, ce qui est une baisse significative, de l'ordre de 19% des immatriculations. Mais on peut aussi voir un peu le négatif de cette baisse, c'est-à-dire qu'il y a 80%, près de 81% des ménages qui, en l'absence de bonus, des ménages qui achètent des véhicules électriques, qui en l'absence de bonus auraient quand même acheté un véhicule électrique. Donc on a un effet d'aubaine ici qui est de l'ordre de 81%. Et donc vers quoi se reportent les gens qui achètent, qui n'achètent plus de véhicules électriques en l'absence de bonus ? Pour partie, près de la moitié sortent du marché du neuf, donc ils vont acheter un véhicule d'occasion ou ne pas acheter de véhicule du tout. Et l'autre moitié va se reporter vers d'autres motorisations, et principalement des motorisations essence. Donc l'ensemble de ces effets de report nous permet de calculer un premier effet environnemental, qui est la quantité de kilotonnes de CO2 qui sont évitées du fait du bonus et qui est de l'ordre de 2,3% des émissions de CO2 du parc.
Donc on peut faire le scénario symétrique, hein, c'est-à-dire la suppression du malus. Alors là, on a des effets plus modestes dans la suppression du malus, c'est-à-dire la marge extensive, c'est-à-dire l'achat de neuf est beaucoup moins influencé par le malus que par le bonus, et le report est plus diffus entre les motorisations, et en conséquence, l'effet sur l'effet environnemental est aussi beaucoup plus faible, de l'ordre de 0,9% des émissions de carbone. Donc si on revient à la question initiale, la question du bien-être, donc on part de ces 164 kilotonnes de CO2 évitées par le bonus et de ces 63 kilotonnes de CO2 évitées par le malus. Donc à ces effets environnementaux, on ajoute les effets budgétaires, donc les transferts directs de la politique. Donc le bonus coûte 502 millions d'euros ici dans notre simulation, alors que le malus rapporte 101 millions d'euros de taxes, enfin de malus. Alors, il faut ajouter les effets de bord dont tu as parlé, Paul, c'est-à-dire que quand on immatricule un véhicule électrique en lieu et place d'un véhicule thermique, eh ben, à la pompe, il y a des recettes qui sont bien moindres en termes d'assises et de taxes. Et donc, c'est la troisième colonne ici qui nous donne ces taxes, qui sont de l'ordre de 58 millions d'euros de perte, donc concernant le bonus et 25 millions d'euros pour le malus. Et la somme des transferts et des taxes nous donne quand même une politique du bonus qui coûte 560 millions d'euros pour l'État, tandis que le malus rapporte toujours 76 millions d'euros. Donc, à ces deux premières composantes, on peut ajouter le surplus économique des consommateurs. Donc, il est positif pour le bonus, puisque on donne une subvention aux ménages pour l'acquisition d'un véhicule électrique, qui leur donne... dans le meilleur des cas pour eux, c'est un pur effet d'aubaine, mais sinon, ça leur permet quand même d'acquérir un véhicule qui est potentiellement plus adapté à leurs besoins. Et donc, c'est positif pour eux, de l'ordre de 63 millions d'euros, valorisés en euros, tandis que le malus, comme une taxe, vient baisser le surplus des consommateurs. Et donc, au total, on valorise ici les tonnes de CO2 évitées, enfin le CO2 évité à 300 € la tonne, donc c'est le chiffre qui sort du rapport Kiné 2025. Et on a finalement un effet du bonus qui est négatif en termes de bien-être, de l'ordre de moins 448 millions d'euros, tandis que le malus a un effet positif. Alors, on peut penser que cette valorisation, elle est sujette évidemment à de la variation selon la manière dont on valorise le CO2 évité. Donc on a fait un scénario alternatif où on a valorisé le CO2 à 1 000 € la tonne au lieu de 300 € la tonne. Et là, puisque le malus permettant d'éviter bien plus d'émissions que le bonus, on peut penser que ce changement de la valorisation puisse changer un peu la hiérarchie entre les politiques, mais même avec un scénario beaucoup plus extrême de ce point de vue-là, on n'a pas de changement dans la hiérarchie entre les deux politiques. Donc maintenant, on a vu que le bonus est peu efficace, en particulier en raison d'un effet d'aubaine assez important. Donc la question, c'est de savoir finalement qui réagit et est-ce qu'on peut améliorer un peu le ciblage de la politique pour améliorer son efficacité. Donc pour ça, j'accélère un petit peu parce que j'ai plus beaucoup de temps. Pour ça, ce qu'on va vous illustrer, c'est la réaction comportementale des ménages à partir de cet effet d'aubaine, justement, du bonus. Donc ici, on vous a représenté de la même manière que précédemment, à droite, les ménages les plus modestes et à gauche, les plus aisés. Ici, divisé en dixièmes plutôt qu'en centièmes, avec un peu plus de détails dans le haut de la distribution. Et pour l'ensemble des ménages qui, dans le scénario de référence, achètent un véhicule électrique, donc actuellement achètent un véhicule électrique, on vous a représenté la part des ménages qui achèteraient de toute façon un véhicule électrique en l'absence de bonus. D'accord ? Donc, si vous vous souvenez précédemment, dans l'ensemble de l'économie, cette part, elle est de l'ordre de 81%. Et donc, on voit ici sur ce graphique qu'elle est très progressive. C'est-à-dire que les ménages les plus modestes sont beaucoup plus influencés par le bonus en termes de passage, de changement de motorisation que les ménages aisés. Donc cela reflète évidemment des éléments du modèle, des paramètres du modèle que l'on a estimés, qui sont que l'élasticité des ménages les plus riches est plus faible au prix que celle des ménages les plus aisés. Donc voilà, on a cette première réaction comportementale. On pourrait aller un peu plus loin en regardant les effets de report, mais bon, on a un peu ici le même résultat, c'est-à-dire que c'est aussi les ménages les plus modestes qui changent de motorisation et qui sortent du marché en l'absence de bonus.
Et donc tout ça, ça vient un peu en tension avec un graphique analogue que Paul vous a présenté précédemment. C'est-à-dire ici, on a la part d'acheteurs de véhicules en fonction du revenu. Hein. C'est un peu moins détaillé tout à l'heure, mais c'est un graphique similaire. Et donc on a toujours les ménages les plus aisés qui achètent plus de véhicules. Donc on a cette tension entre le fait que les ménages les plus modestes ou ceux du milieu de la distribution réagissent beaucoup plus, d'accord. Donc ça veut dire que les ciblés permettraient beaucoup plus, enfin une plus grande efficacité du bonus-malus, mais finalement c'est à gauche de la distribution, parmi les ménages les plus aisés, qu'on a les acheteurs, et donc il y a un peu cette impossibilité entre cibler les ménages qui réagissent et cibler les ménages qui effectivement achètent des véhicules. Donc, je vais conclure ici, mais donc on a bien un effet du bonus-malus du bonus bien plus important que le malus en termes environnemental, mais in fine, il a un coût très élevé budgétairement, et donc, en particulier en raison de l'effet d'aubaine, hein, la majorité des bénéficiaires auraient acheté un véhicule électrique même sans subvention. Donc, une amélioration du ciblage sur les ménages qui réagissent effectivement au barème augmenterait l'efficacité et le caractère redistributif du dispositif, hein, puisque de facto, ce seraient des ménages plus modestes qui bénéficieraient de ces subventions. Mais on a cet obstacle un peu structurel au verdissement du parc, hein, neuf, par le fait que les ménages qui effectivement achètent des véhicules neufs sont très à droite dans la distribution. Et donc ça incite un peu à réfléchir à d'autres instruments, à envisager d'autres instruments pour verdir les mobilités, peut-être plus structurels en termes de déploiement de bornes de recharge, par exemple, qui facilite, qui incite aussi à l'acquisition d'un véhicule électrique, mais aussi les transports publics, l'aménagement des territoires, dont l'efficacité reste aussi à évaluer. Merci.